cette pauvre petite fille lavait les vitres des voitures, juste pour acheter du lait. Mais quand le millionnaire vit ses mains couvertes de coupures, il demanda « Qui t'a dit de faire ça ?» Et sa réponse le laissa sans voix. Ce matin-là à Boston, Michael Grant n'avait prévu que de prendre son petit déjeuner. Mais à côté de sa Mercedes, une petite fille se tenait, tremblante, essuyant le pare-brise en murmurant « Je veux juste du lait ». Ces mots ne se contentèrent pas de rouvrir les blessures de sa propre enfance abandonnée. Ils allaient aussi déterrer un sombre secret que la ville n'avait jamais connu. La faible lumière hivernale de Boston filtrait à travers le parking du dépanneur, s'efforçant de percer le brouillard et le vent mordant. Michael Grant, 45 ans, était le genre d'homme que n'importe qui à Boston reconnaissait, non seulement pour son impeccable costume noir taillé sur mesure, mais aussi pour la présence calme et autoritaire d'un magnate de l'immobilier. Il venait de sortir du magasin, un grand carton de lait dans une main et un sac de sandwichs emballé dans l'autre, prêt pour un rapide petit déjeuner. Puis soudain, il s'arrêta. Juste à côté de sa rutilante Mercedes-Benz Classe S noire, se tenait une minuscule silhouette, n'ayant pas plus de 5 ans. Ses cheveux bruns emmêlés collaient à un visage pâle de froid. Le manteau de laine gris effiloché qu'elle portait avait des trous aux poignets, et son jean déchiré offrait peu de chaleur à ses fines jambes. Elle utilisait un vieux chiffon sale pour essuyer lentement les vitres de la voiture, chaque mouvement faible et hésitant, comme si elle se tenait à peine debout. Ses grands yeux étaient baissés, fixés sur son travail, évitant tout regard autour d'elle. Michael se figea, son regard rivé sur l'enfant. Il resta là, le lait et le sandwich se refroidissant dans ses mains. La scène devant lui fit surgir une image d'il y a des décennies, un garçon maigre de 10 ans, dans une chemise trempée et usée, grelottant devant un bar minable, serrant un chiffon déchiré pour essuyer les pare-brises, juste pour gagner assez pour un pain. Inspirant lentement, Michael masqua ses émotions et se dirigea vers la voiture. Quand il fut à quelques pas, il s'accroupit pour que ses yeux soient à son niveau. Sa voix était grave et posée, sans aucune menace. « Qui t'a dit de faire ça ?» demanda-t-il, tenant toujours le lait et le sandwich. La fille tressaillit, manquant presque de laisser tomber le chiffon. Elle leva les yeux vers lui, de grands yeux bruns foncés rencontrant les siens. La peur vacilla un instant, avant de céder la place à l'épuisement et à une trace d'espoir fragile. « Non, personne, murmura-t-elle, sa voix si douce qu'elle fut presque emportée par le vent. Je voulais juste nettoyer cette voiture pour gagner assez pour acheter du lait. » Ces mots, simples mais dévastateurs, frappèrent droit au cœur de la mémoire de Michael, dans sa partie la plus enfouie et longtemps oubliée. Il se souvint du goût amer de la faim, du froid mordant quand personne n'était là pour le réchauffer, et du désespoir suffocant de se savoir n'être qu'un fardeau. Il serra plus fort le lait et le sandwich, ses yeux ne quittant jamais Emma. Il ne pouvait pas partir. Il ne le ferait pas. Il lui tendit le lait et le sandwich. « Prends ça. Tu peux manger maintenant. » Emma fixa la nourriture, puis lui, comme si elle ne pouvait croire que c'était réel. Hésitante, elle tendit de petites mains tremblantes, secouées par le froid et l'émotion. « Où habites-tu » demanda-t-il ensuite, sa voix plus douce maintenant mais empreinte d'une étrange et ferme résolution. « Où sont tes parents » Emma hésita un instant, puis, comme si elle réalisait qu'il n'y avait pas d'autre choix, elle baissa légèrement la tête. J'habite avec mon beau-père, Rick. Ma maman est décédée. Il dit que si je ne ramène pas d'argent à la maison, il n'y aura rien à manger. Les mots s'échappèrent d'elle comme un torrent longtemps endigué. Michael hocha lentement la tête. Il se redressa, jeta un rapide coup d'œil dans la rue, puis se tourna de nouveau vers Emma. « D'accord, » dit Michael, d'une voix ferme. « Je vais te ramener à la maison. Je vais parler à ton beau-père. » Il tendit doucement la main, la posant sur sa petite épaule. Emma leva les yeux vers lui, ses yeux remplis d'un mélange de surprise et de doute. Michael soutint son regard sans ciller. Il ne permettrait plus jamais à personne de traverser un tel froid et une telle solitude. Pas un seul enfant. Il ouvrit la portière de la voiture, attendant qu'Emma monte. Elle regarda le siège en cuir moelleux avec hésitation, mais finit par monter lentement, serrant le carton de lait, le sac de pain et le vieux foulard usé. Michael referma la portière, se tourna vers l'épicerie, tendit quelques billets au caissier et dit « Gardez la monnaie ». Puis il retourna rapidement à la voiture et démarra le moteur. La Mercedes glissa en douceur dans les rues familières, mais cette fois elle portait une nouvelle responsabilité,
une vie entièrement nouvelle. La voiture de Michael tourna dans une rue étroite, bordée de maisons délabrées, de lignes électriques emmêlées et de murs écaillés. Plus ils avançaient, plus l'air devenait lourd et humide. Finalement, la voiture s'arrêta devant un immeuble d'appartements miteux, sa peinture décolorée, ses vieilles fenêtres fixes comme des orbites vides. Michael jeta un coup d'œil à Emma. Elle serrait un ours en peluche déchiré, son visage pâle. Et il n'avait aucune idée que ce qu'il venait de faire allait changer la vie de 2 personnes pour toujours. La Mercedes de Michael s'arrêta devant l'ancien immeuble d'appartements, ses murs décrépits et ses fenêtres brisées, signe évident d'une longue négligence. Il coupa le moteur, et un silence soudain emplit l'habitacle, seulement interrompu par le léger crépitement de la pluie sur le pare-brise. Emma, serrant toujours le carton de lait et le sac de pain à moitié vide, leva les yeux vers l'immeuble, ses grands yeux brillants de cette peur trop familière. Michael posa une main rassurante sur sa petite épaule. « C'est bon. Je vais entrer avec toi. » Ils sortirent de la voiture. L'air humide et froid frappa le visage de Michael, portant l'odeur rance de vieilles cigarettes, d'égout et de quelque chose d'indéfinissablement pourri. L'entrée de l'immeuble était plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par une ampoule vacillante au plafond. Quelque part à l'intérieur, des airs étouffés d'une vieille chanson rock vibraient à travers les murs, rendant l'endroit encore plus sombre. Ils gravirent les escaliers déformés, chaque marche gémissant sous leur poids, leurs pas résonnant dans un silence qui semblait dangereux. Chaque palier était bordé de portes closes, nues et inhospitalières comme des yeux qui refusaient de voir. Finalement, ils s'arrêtèrent devant la 2B. La peinture s'était écaillée par grandes plaques, révélant le bois fatigué en dessous. La plaque métallique du numéro pendait de travers, tenue par une seule vis. Michael inspira profondément et frappa. Son cou fut avalé par la musique assourdissante à l'intérieur. Il frappa de nouveau, plus fort. Cette fois, un loquet cliqua, et la porte s'ouvrit. Rick Dawson se tenait là, les cheveux ébouriffés, les yeux injectés de sang, et la puanteur écrasante de l'alcool frappa Michael instantanément. Il portait un t-shirt taché et élimé, les taches étant indéfinissables. Son regard glissa au-delà de Michael et se posa sur Emma, froid, plat, dénué de toute affection. « Combien as-tu gagné aujourd'hui » grogna Rick, ne prenant pas la peine de demander qui était Michael ni pourquoi Emma était là. Son attention était fixée sur une seule chose. Michael s'avança, se plaçant entre Emma et Rick. « Bonjour, je m'appelle Michael Grant. J'ai vu Emma dans la rue en train de laver les vitres des voitures. J'ai pensé qu'elle était peut-être en difficulté, et j'aimerais vous en parler. » Rick plissa les yeux, un sourire narquois tirant le coin de sa bouche mal rasée. « En difficulté ? Qui diable êtes-vous pour vous en soucier ? Laver les vitres est la chose la plus facile qu'elle fasse. Mais si vous êtes un bienfaiteur, ou un millionnaire qui veut jouer au papa, alors c'est simple. » Il tendit une paume rude et ouverte. « Donnez-moi 1000 $. Appelez ça un arriéré pour l'avoir élevé toutes ces années. » Le ton de Michael resta calme. Les enfants ne sont pas quelque chose que l'on achète et que l'on vend. Et je ne paierai pas pour les soins décents que vous auriez dû lui apporter dès le départ. Sa voix était ferme, ne laissant aucune place à la négociation. Si vous ne pouvez pas vous occuper d'elle correctement, je contacterai les services de protection de l'enfance. Rick laissa échapper un rire sec et laid. Pour qui vous prenez-vous ? Elle est à moi. Vous n'avez rien à dire là-dedans. Il tendit la main vers Emma. Michael le bloqua instantanément, ne le laissant pas la toucher. Un rapide coup d'œil au-delà de Rick, dans l'appartement, révéla tout à Michael, des ordures empilées, des bouteilles de bière vides jonchant le sol, des murs tachés de moisissures humides. Un matelas sale gisait au milieu de la pièce. Pas de couverture, pas de jouets, rien qui indiqua qu'un enfant y vivait. La puanteur de la fumée de cigarettes rance et de la bière aigre le frappa si fort que Michael dut retenir sa respiration. Ce n'était pas une maison, c'était un piège. La voix de Rick était basse et perçante, son visage tordu de rage. « Dehors. Si vous êtes une sorte de parrain ou de bienfaiteur, donnez l'argent. Sinon, foutez le camp de ma maison. » Il appuya de tout son poids sur la porte, la claquant au nez de Michael. Le clic métallique du verrou retentit plusieurs fois, rapidement. Michael resta immobile un instant, fixant la porte close. Emma était toujours à l'intérieur, toujours piégée dans cet enfer. Ses poings se serrèrent,
le sentiment d'impuissance et de colère se resserrant dans sa poitrine. Il savait qu'il ne pouvait pas entrer de force. Cela ne ferait que compliquer les choses d'un point de vue juridique. Il lui fallait un plan. Alors qu'il se tournait pour partir, le gémissement étouffé d'une vieille chanson éraillée s'échappait toujours de l'intérieur de l'appartement. Il commença à descendre les escaliers, quand une voix rauque l'appela par derrière, doucement. Il prit quelques photos de la scène avant de continuer. Une femme âgée aux cheveux blancs comme neige, enveloppée dans une épaisse robe de laine, se tenait appuyée à la balustrade, ses yeux voilés fixés sur lui. « Si vous vous souciez vraiment, jeune homme, murmura-t-elle, sa voix comme le bruissement de feuilles sèches, revenez avant qu'il ne soit trop tard. Cette petite fille n'a plus beaucoup de temps. » Le soir, le vent de la rivière Charles balaya de nouveau les rues, apportant une humidité glaciale. Michael était assis dans son bureau du Penthouse, mais son esprit n'était nulle part près du contrat devant lui. L'image de l'appartement 2B et l'avertissement de la voisine lui revenaient sans cesse à l'esprit. Il jeta un coup d'œil à l'horloge, 21h27. Une partie de lui voulait l'ignorer, la considérer comme un problème d'une autre famille, mais le souvenir de son moi de 10 ans, abandonné dans une maison délabrée avec un père ivre du matin au soir, ne le laissait pas tranquille. Michael attrapa son manteau et descendit au garage. Son but était clair, retourner à l'immeuble où se trouvait le 2B, observer, recueillir plus d'informations avant de décider de sa prochaine action. Une pluie légère mais persistante avait laissé une fine brume sur le trottoir. Michael se gara au bout du pâté de maison et coupa le moteur. Il ne se pressa pas de sortir. Au lieu de cela, il resta assis là, regardant l'immeuble marqué 2B, pensant à ce que la voisine lui avait dit ce matin-là. Le malaise dans sa poitrine le rendait impossible de rester immobile. Il gravit les marches humides et frappa doucement à la porte du logement en face du 2B. En quelques secondes, la porte s'entr'ouvrit, un flot de lumière jaune chaude se déversa, révélant le visage profondément ridé de la femme à l'intérieur. « Je sais qu'il est tard, » commença Michael, « mais j'ai besoin de savoir comment est ma vie réellement. » Elle jeta un coup d'œil de haut en bas du couloir sombre, puis ouvrit la porte plus largement, lui faisant signe d'entrer. À l'intérieur, l'appartement était petit mais rangé et chaleureux, avec une légère odeur de tisane dans l'air. Elle lui versa une tasse de thé chaud, sa voix basse et posée. Elle ne sourit presque jamais. Depuis la mort de sa mère, c'est comme si elle avait perdu sa voix aussi. Rick, ce n'est pas un homme bien. Il ne travaille pas, il vit juste des allocations de sa mère et vend des bricoles. Il fait même laver les vitres des voitures à la petite pour de l'argent. Mais maintenant que la plupart des allocations ont été coupées, il est de mauvaise humeur et boit davantage. Michael écoutait, tenant la tasse entre ses mains pour se réchauffer. Elle continua, comme si elle laissait enfin échapper une frustration longtemps contenue. Elle n'a que 5 ans, mais elle doit se débrouiller seule. Plusieurs jours, je l'ai vue fouiller dans les poubelles communes à la recherche de restes qu'elle pouvait encore manger. Une fois, elle a ramené un carton de lait périmé, l'a mélangé et a dit « mieux que rien ». Michael serra plus fort la poignée de la tasse. Ces histoires ne le mettaient pas seulement en colère, elles le ramenaient directement à ses propres souvenirs d'enfance, la maison froide, le père imprégné d'alcool, et les repas dépouillés de toute chaleur familiale. La femme se leva et désigna un coin de la pièce où un petit moniteur était connecté à une caméra de sécurité du couloir. « Je ne suis pas du genre à me mêler, mais cet enfant ne mérite pas ça. » Sur l'écran, la vue de l'extérieur de la 2B devint nette. Une faible lumière jaune se déversait sur le sol en carrelage gris. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit. Emma sortit, serrant un sac poubelle 2 fois plus grand qu'elle, titubant en le traînant dans les escaliers. Michael fronça les sourcils. Peu de temps après, elle remonta en tenant un verre d'eau. Elle le posa sur la table à côté de Rick, qui regardait la télévision, entouré de canettes de bière vides et de paquets de cigarettes. Il ne la regarda pas une seule fois, attrapa juste le verre, but une longue gorgée et le claqua si fort que de l'eau éclaboussa le tapis. Emma s'agenouilla immédiatement pour l'essuyer, sa manche s'imprégnant. « Il y est habitué », murmura la voisine. Rick ne la frappe pas, mais la froideur est pire. Je ne l'ai jamais vu demander si le petit avait assez à manger. Elle marqua une pause, jeta un coup d'œil vers le couloir sombre, puis baissa encore plus la voix. J'ai une fois pensé à appeler les services de protection de l'enfance, mais ici, tout le monde sait que Rick fréquente de mauvaises personnes. Il y a eu un homme qui a perdu son emploi et sa maison juste pour s'être opposé à lui. J'ai peur,
peur qu'il riposte, et le petit souffrirait encore plus. Alors tout ce que je peux faire, c'est le surveiller de loin. Sur l'écran, Emma était retournée sur le canapé. Elle était recroquevillée, genoux contre sa poitrine, serrant un ours en peluche usé, son regard fixé sur rien, comme si elle cherchait un moyen de sortir de ces quatre murs sans jamais se lever. Michael se pencha plus près du moniteur. Il remarqua le réfrigérateur derrière Rick, la porte légèrement entr'ouverte, ne contenant que quelques canettes de bière, un pot de margarine presque vide et un paquet de nouilles instantanées. Pas une seule trace de nourriture fraîche pour un enfant. Il resta silencieux un long moment, observant et essayant de reconstituer l'image de la vie d'Emma. Chaque détail, les sacs poubelles, les canettes de bière, la manche humide entaillait ses propres souvenirs d'enfance comme une lame silencieuse. La voisine le regarda. Si vous comptez vraiment aider, soyez prudent. Les amis de Rick ne sont pas des gens fréquentables. Michael fit un petit signe de tête, ses yeux toujours rivés sur l'image d'Emma à l'écran. Il n'avait pas encore de plan clair, mais une chose était certaine, partir d'ici sans rien faire n'était tout simplement pas une option. Le ciel gris et plombé du matin répandait une humidité lourde sur le quartier. Même si Michael Grant avait quitté l'appartement de sa vieille voisine des heures plus tôt, les images qu'il avait vues sur les images de la caméra lui donnaient encore des frissons. Les cris de Rick, Emma qui se recroquevillait, les bleus, et cet étranger sombre avec la mystérieuse enveloppe, tout cela tourbillonnait dans son esprit comme un cauchemar éveillé. À l'intérieur de l'unité 2B, la télévision hurlante tentait en vain de couvrir la voix de Rick. Il se tenait au milieu du salon, le visage rouge, une canette de bière serrée dans la main, fixant Emma. Il avait bu toute la nuit, et l'ivresse s'était transformée en une rage méchante et laide. « Que as-tu dit à ce type, hein » cracha-t-il, chaque mot empestant l'alcool lourd dans l'air, rendant la pièce encore plus suffocante. « Ce type qui t'a ramené hier, tu lui as dit quelque chose ?» Emma était recroquevillée dans un coin, les genoux serrés contre sa poitrine, serrant son ours en peluche déchiré. La peluche tremblait dans ses petites mains à chaque cri perçant. Elle secouait la tête encore et encore, ses grands yeux gonflés par les pleurs, mais silencieuses. Elle savait que le moindre mot pouvait déclencher une nouvelle tempête. « Si je t'entends ouvrir la bouche encore une fois », Rick s'élança, sa main rude et surdimensionnée la saisissant par le col et la soulevant du sol froid. Son petit corps s'éleva dans les airs, ses minuscules jambes battant impuissantes. « Tu ne verras plus jamais la lumière du jour, tu entends ?» Il la relâcha brusquement, et elle trébucha en arrière, manquant de tomber au sol. Emma serra l'ours plus fort, sa poitrine haletante. Un bruit sourd retentit, mais elle ne fit aucun son, se recroquevillant sur elle-même. Elle essaya de rendre son corps aussi petit que possible, comme si elle pouvait disparaître dans le mur. « Va dans ta chambre. » aboya Rick, dégoulinant de mépris. Emma se précipita sur ses pieds, jambes tremblantes, et se hâta dans la chambre sombre et vide. La porte claqua, suivie du clic aigu d'un verrou, comme une chaîne se refermant. Le rire moqueur de Rick flottait, se mêlant au match de basket à la télévision, transformant l'appartement en prison. Assise contre la porte, les larmes coulaient sur ses joues, mais elle n'osait pas faire un bruit. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, au centre-ville de Boston, Michael entra dans le bureau de Samantha Lee. Le bruit des klaxons et le tumulte de la ville vibraient toujours à l'extérieur, mais à l'intérieur de la pièce, la tension était palpable. Samantha était assise derrière son bureau, son expression grave. Elle posa une tasse de café fumant devant Michael, mais son visage ne montrait aucune trace de sérénité. « Nous avons un problème, » dit Samantha simplement, sans préambule. Elle tourna l'écran de son ordinateur portable vers lui. Il affichait une série de publications anonymes sur des forums locaux et des médias sociaux. Des photos montraient Michael aux côtés d'Emma sur le parking de la station-service, accompagné de légendes malveillantes, homme étrange à bord d'une jeune fille. Pourquoi ? Attention aux prédateurs en banlieue, millionnaires pervers ? Ne laissez pas vos enfants près de lui. Les commentaires en dessous grouillaient de jugement et de haine, comme une meute de prédateurs flairant une proie fraîche. Michael fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Puis cela lui vint à l'esprit, juste après qu'il ait aidé Emma à monter dans la voiture ce jour-là, il y avait eu un homme debout dans le coin du parking, fumant, ses yeux jetant des regards vers eux. Il était très probable qu'il ait pris ces photos et les ait envoyées à Rick. Rick fait le premier pas, analysa Samantha, son ton glacial. Je pense que le frère de cette voisine que vous avez confrontée a dû le prévenir. Même si Rick est un ivrogne,
il semble y avoir une sorte de complot, et il est en état d'alerte. Elle se pencha légèrement, sa voix délibérée. Il sait que vous en avez trop vu, alors il utilise l'opinion publique pour vous salir, pour faire de vous le méchant. Ces mots frappèrent comme des coups. Et s'il continue à alimenter les gens avec ces histoires, je pense qu'ils croiront que vous êtes le méchant. Michael serra la poignée de sa tasse de café. La vapeur qui s'élevait ne parvenait pas à dissiper le froid dans sa poitrine. Je me fiche d'une mauvaise réputation, dit-il fermement. J'ai juste besoin de faire sortir Emma de là, quoi qu'il en coûte. Soignez-la. Le coup s'amenta brusquement, sa voix exceptionnellement enflammée. Car ce sera son arme. Si l'opinion publique se retourne contre vous, il l'utilisera pour prouver que vous êtes une menace. Vous perdrez l'accès à Emma, même si nous allons au tribunal. Vous devez vous souvenir qu'il a beaucoup de relations louches. Quelques articles diffamatoires ne sont rien pour lui. Michael comprit. Il hocha la tête, la colère et l'inquiétude se mêlant en lui. Avec son instinct d'homme d'affaires, il réalisa que le problème de Rick n'était pas seulement la négligence de la fillette. Il y avait un autre motif, qu'il n'osait imaginer. D'abord, il devait y retourner et s'assurer qu'elle était en sécurité. Cet après-midi-là, Michael retourna au coin de la rue où il avait rencontré Emma la veille, l'endroit où elle vendait habituellement des pâtisseries. Il marcha le long du trottoir, scrutant chaque ruelle et chaque seuil, mais la petite silhouette familière était introuvable. Une inquiétude lui piqua l'échine. À cette heure de la journée, elle était généralement là. Il entra dans la petite épicerie dont le propriétaire bienveillant avait autrefois donné des pâtisseries à Emma. L'homme rangeait des marchandises sur l'étagère, l'air fatigué. Bonjour, salua Michael, essayant de garder sa voix calme. Je cherche la petite fille qui vend des pâtisseries ici, Emma. Le propriétaire du magasin fit une pause, puis secoua tristement la tête. Ah, celle-là. Depuis hier soir, Rick ne la laisse plus sortir. Il soupira, ses yeux emplis de pitié. Je ne l'ai pas vue aujourd'hui non plus. Ce type, il la garde enfermée comme si elle était un trésor. Michael sentit sa poitrine se serrer. Ne pas sortir signifiait qu'elle était dans cette maison avec Rick, un homme cruel et dangereux. La peur s'infiltra, que pouvait-il lui faire en ce moment? En sortant du magasin, il aperçut une femme sans abri qui s'asseyait souvent au coin, à qui Emma avait secrètement donné des pâtisseries chaque fois qu'elle faisait une vente. La vieille femme était appuyée contre le mur, ses yeux ternes observant le trafic. « Bonjour, dit Michael, se penchant un peu. Avez-vous vu Emma, la fille qui s'assied habituellement ici? La femme leva la tête, ses yeux voilés rencontrant les siens. Vous la cherchez? Chuchota-t-elle. Je ne l'ai pas vue depuis ce matin. Mais, elle hésita, regardant autour d'elle comme si elle craignait que quelqu'un n'entende. La dernière fois qu'elle m'a parlé, elle pleurait. Elle a dit, Rick va m'envoyer loin. Elle était terrifiée. Michael recula d'un pas. L'envoyer loin? Les mots résonnèrent dans son esprit comme du plomb. L'envoyer où? À qui? La voix de Rick au téléphone, je la livrerai, et maintenant les mots d'Emma. Tout s'accordait d'une manière effrayante. Au crépuscule, alors que les lampadaires s'allumaient, Michael était toujours garé dans un coin caché, les yeux fixés sur l'immeuble marqué 2B. La peur en lui s'était durcie en une angoisse froide et lourde. Soudain, son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu, pas de nom. Voulez-vous savoir où elle est ce soir? Apportez de l'argent. Il fixa l'écran, pas de nom, pas de détails, juste un message suspendu comme un appât dans de l'eau trouble. Mais il savait qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Emma était en réel danger. Le message anonyme s'alluma sur le téléphone de Michael, capture d'écran et tout, froid. Il ne répondit pas. Il savait que c'était un piège, un test de sa patience et de son désespoir. Au lieu de cela, il en fit une capture d'écran et l'envoya à Samantha. Quelques minutes plus tard, elle rappela, sa voix urgente mais posée. Ne réponds pas. C'est la preuve qu'il retient Emma en otage pour extorquer de l'argent. J'ai déjà déposé une demande d'urgence auprès du département des enfants et des familles, avec tout ce que tu as, le texte anonyme, la déclaration de la voisine, et même ses publications diffamatoires. Ils ont approuvé. Une assistante sociale et un policier nous rejoindront là-bas dans 1 heure. Es-tu prêt?
Je suis toujours prêt, dit Michael, sa voix basse et rauque. 1 heure plus tard, la nuit était tombée. Une légère bruine brouillait les lumières des rues. La voiture de Michael était garée à courte distance de l'immeuble 2B, aussi immobile et silencieuse qu'un prédateur à l'affût. Peu de temps après, une berline banalisée s'arrêta derrière lui. Samantha en sortit, suivie d'une femme d'âge mûr vêtue d'un long manteau, son expression sévère mais posée. Madame Albright, une assistante sociale du DCF, et un policier grand et silencieux. Monsieur Grant, le salua Madame Albright d'un ton professionnel. À partir de maintenant, laissez-nous gérer. Vous êtes ici uniquement en tant que témoin. Ne parlez pas à moins d'y être invité. Michael hocha la tête. Ensemble, ils entrèrent dans l'immeuble, leurs pas résonnant dans la cage d'escalier humide et moisie. Un coup ferme et autoritaire retentit contre la porte. La musique rock jouant à l'intérieur s'adoucit, puis s'arrêta complètement. Quelques secondes de silence, et la porte s'ouvrit. Rick se tenait là, les yeux troublés et irrités. Au moment où il vit le groupe, surtout Michael, son visage changea. « Encore vous ? Foutez le camp. C'est une propriété privée. » grogna-t-il, essayant de claquer la porte. Le policier posa instantanément une main sur la porte, sa voix plate et inflexible. « Monsieur Dawson, nous avons une vérification d'urgence du bien-être de l'enfant autorisée par le DCF. Vous avez le droit de garder le silence, mais interférer avec un officier ne fera qu'aggraver les choses. » Rick se figea, ses yeux rivés sur l'insigne de police. Il marmonna une malédiction entre ses dents, puis recula à contre-cœur, laissant l'embrasure de la porte ouverte. L'appartement était sombre, l'odeur d'alcool et de moisissure les frappa immédiatement. Des bouteilles de bière vides jonchaient le sol, de la nourriture en décomposition était éparpillée sur la table. Le regard perçant de Madame Albright balaya la pièce, enregistrant chaque détail. Michael força sa colère à se taire, ses yeux cherchant Emma. Elle était recroquevillée dans un coin, serrant un ours en peluche déchiré, comme si c'était la seule bouée de sauvetage qu'elle avait. Elle ne pleurait pas, mais ses grands yeux étaient creux, vides. Quand elle aperçut Michael, une faible étincelle vacilla, puis disparut, remplacée par une pure terreur alors que son regard se déplaçait vers Rick. Madame Albright s'approcha lentement et s'accroupit pour être à la hauteur de la petite fille. Sa voix était étonnamment douce. « Bonjour, Emma. Je vais juste jeter un coup d'œil rapide, et ça ne fera pas mal, d'accord ?» Elle pesa et mesura la fille, notant une légère malnutrition et une carence en vitamines. Lorsque ses doigts effleurèrent un vieil hématome sur le bras d'Emma, l'enfant tressaillit. « Comment as-tu eu ça, ma chérie ?» Emma baissa la tête. « Je suis tombée. » Les mots frappèrent Michael comme une lame émoussée, tordant un souvenir. Il avait été un jour le garçon qui mentait à ses professeurs, disant qu'il était tombé dans les escaliers pour cacher les marques d'une ceinture. Le docteur Evans posa une main sur son épaule et dit doucement, « Au moins maintenant, c'est mieux que personne ne l'amène du tout. » Il hocha la tête, mais sa gorge se serra. Mieux que rien. Ce strict minimum n'était pas un standard par lequel un enfant devrait avoir à survivre. Ensuite, un psychologue pour enfants joua à un jeu de puzzle avec Emma. Chaque fois qu'un bruit fort résonnait dans le couloir, elle sursautait. Quand il haussa accidentellement la voix, Emma se recroquevilla instantanément sur elle-même, les bras croisés sur sa poitrine. Michael serra fort la coudoir de sa chaise, se forçant à rester immobile. En fin de matinée, les rapports médicaux et psychologiques étaient terminés. Le docteur Evans lui entendit une copie, son ton bas et sérieux. Les blessures intérieures mettront beaucoup plus de temps à guérir. J'enverrai ceci directement au DCF et à votre avocat. Michael sortit, portant Emma. Elle posa sa tête contre son épaule, fatiguée, mais murmura tout de même, « Oncle, le lait ici a bien meilleur goût que le pain moisi de ma vieille maison. » Il se figea en plein pas. Les mots étaient aussi légers qu'une brise passagère, pourtant ils lui donnèrent envie de faire demi-tour et de trouver Rick sur le champ. Cet après-midi-là, alors qu'ils dessinaient ensemble, le téléphone sonna. C'était Samantha. « Michael, le rapport est très solide. Mais Rick a demandé une visite supervisée demain après-midi. » Michael serra le crayon de couleur jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il regarda Emma, concentré sur son coloriage, et sentit un vœu monter en lui, même s'il ne s'agissait que d'une seule rencontre, il ne laisserait plus jamais cet homme lui faire du mal.
La salle de visite des services de protection de l'enfance était conçue pour effacer toute trace d'émotion, mur beige neutre, simple table en bois, et quelques chaises en plastique rigide. Pas de photos, pas de jouets, juste une petite caméra de surveillance montée en hauteur dans un coin, silencieuse et fixe. Michael et Emma arrivèrent 10 minutes en avance. Emma portait la petite robe fleurie que Michael venait de lui acheter, mais cela ne pouvait cacher l'inquiétude dans ses grands yeux. Elle serra sa main très fort, ses petits doigts glacés. Madame Albright, l'assistante sociale, était déjà là, assise à une petite table dans un coin, un carnet à la main. À l'heure exacte, la porte s'ouvrit. Rick entra. Il avait fait un effort pour avoir l'air présentable, une vieille chemise boutonnée, mais propre. Mais les cernes sous ses yeux et l'éclair de haine lorsque son regard effleura Michael le trahirent. « Salut, petite fille à papa », dit Rick, forçant un sourire qui se révéla tordu et faux. Emma se pressa instantanément contre Michael, tout son corps devenant rigide. Madame Albright prit la parole, sa voix calme et professionnelle. « Bonjour, monsieur Dawson. » Comme expliqué, il s'agit d'une visite supervisée de 20 minutes. Monsieur Grant peut rester ici en tant que tuteur temporaire d'Emma, mais veuillez vous abstenir d'interférer, sauf en cas de nécessité. C'est votre moment avec elle. Michael hocha la tête et s'assit à côté d'Emma, sa main toujours serrée autour de la sienne, lui transmettant un peu de chaleur et de force. Rick tira une chaise et s'assit en face d'eux, essayant d'adoucir son ton en quelque chose de doux. Emma, rentre à la maison avec papa. Tu me manques tellement. Ta chambre t'attend toujours. Emma resta silencieuse, secouant fortement la tête, ses cheveux bruns en bataille se balançant. Ses yeux brillèrent alors qu'elle fixait le sol. Lorsque la douceur échoua, la patience de Rick s'épuisa. Le masque du père inquiet commença à se fissurer. Qu'est-ce qu'il y a? Sa voix devint plus acérée. Ce type t'a donné de bons repas, t'a habillé, et maintenant tu as oublié qui est ton vrai papa. Madame Albright leva la tête de ses notes, son expression un avertissement. Monsieur Dawson, veuillez maintenir une conduite appropriée. Rick l'ignora. Il se pencha en avant, sa voix tombant à un sifflement bas et menaçant, juste assez fort pour que toute la pièce l'entende. Ne crois pas que tu peux t'échapper de moi, tu entends? Tu es toujours à moi. Tu seras toujours à moi. C'est alors qu'Emma trouva sa voix. Elle releva brusquement la tête, affrontant le regard injecté de sang de Rick, un courage soudain jaillissant des profondeurs de sa peur. Je ne veux pas retourner là-bas. La voix de la fillette tremblait mais était limpide. Je ne veux pas. Les poings de Michael se serrèrent jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, chaque muscle de son corps se tendit de colère. Il ne voulait rien de plus que de se précipiter et de tirer Emma de cette situation, mais il savait qu'il devait se retenir. Tout mouvement impulsif pourrait être déformé et utilisé contre lui par l'avocat de Rick devant le tribunal. Les yeux d'Emma rencontrèrent les siens, implorant de l'aide. Tout ce qu'il put faire fut de hocher légèrement la tête, une promesse silencieuse qu'il ne laisserait rien lui arriver. Le comportement de Rick n'échappa pas aux yeux vigilants de Madame Albright. Sa plume glissa rapidement sur la page, enregistrant chaque mot, chaque geste menaçant. « Vos 20 minutes sont écoulées. » annonça Madame Albright, sa voix froide et perçante, coupant l'air tendu. La réunion est terminée. Rick se leva d'un bond, lança un regard brûlant à Michael et sortit en claquant la porte derrière lui. Au moment où la porte se ferma, Emma craqua, les sanglots qu'elle retenait éclatant en des cris haletants. Michael la serra immédiatement dans ses bras, sa main frottant doucement son petit dos tremblant. Madame Albright s'approcha, posant une main sur l'épaule de Michael. « Vous avez très bien réussi à garder votre sang-froid, dit-elle. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui sera dans mon rapport au tribunal. Il s'est juste mis en position de désavantage. » Au moment où ils atteignirent le parking, Michael sentit une légère vague de soulagement. Les preuves étaient maintenant plus claires que jamais. Il attacha Emma sur son siège. Elle s'était endormie, épuisée par ses pleurs, et démarra la voiture. Au moment où il s'apprêtait à partir, son téléphone vibra. Un message texte d'un numéro inconnu, « Soyez prudent. Il ne s'arrêtera pas là. » Le message anonyme sonnait comme une sombre prophétie. Michael avait sous-estimé l'audace de Rick et son réseau de connexions cachées. 3 jours avant l'audience d'urgence, les attaques ne le visaient plus seulement en privé. Elles avaient éclaté dans les médias locaux.
Cela commença par un article sur un site de tabloïd en ligne, affichant le titre sensationnel « Mystère d'une fillette de 5 ans disparue, un millionnaire de l'immobilier est-il impliqué ?» Écrit par un plumitif anonyme, l'article déformait habilement la vérité. Il dépeignait Michael comme un homme étrange qui avait attiré une pauvre petite fille dans sa voiture de luxe. Il citait de fausses déclarations de voisins inquiets, affirmant que Michael avait eu un comportement suspect. L'article s'arrêtait avant l'accusation directe, mais il semait un doute empoisonné dans l'esprit du lecteur, accompagné d'une photo floue de Michael et Emma à la station-service. La diffamation se propagea comme une traînée de poudre. Les forums locaux et les groupes de parents sur les médias sociaux étaient en effervescence. Des commentaires haineux et juges affluaient, les riches pensent toujours qu'ils peuvent s'en tirer avec tout. Quelqu'un doit enquêter sur ce type. On voit bien à son allure qu'il est louche. La pression commença à s'infiltrer dans la vie de Michael. Quelques partenaires commerciaux appelèrent avec un ton soudainement méfiant. Le gestionnaire de l'immeuble rapporta que certains résidents s'étaient plaints de la présence d'un étranger dans le complexe. Mais le pire était l'effet que cela avait sur Emma. Un soir, alors que Michael lui lisait une histoire pour l'endormir, elle leva soudain les yeux vers lui, l'inquiétude voilant sa voix. « Oncle, à la télé, ils ont dit que tu étais un homme méchant. Est-ce qu'ils vont me faire retourner chez l'oncle Rick ?» Michael referma le livre, sa poitrine se serrant comme si une blessure s'était rouverte. Tirant Emma dans ses bras, il parla doucement mais fermement. « Non, Emma. Ils ne connaissent pas la vérité. La vérité est que je te protégerai toujours. Personne ne pourra te prendre. » Mais il savait que les mots ne suffisaient pas. Il devait riposter. Il appela Samantha, sa voix empreinte de résolution. « Nous ne pouvons plus rester immobiles. Il est en train de me transformer en monstre aux yeux du public. »« Je sais, » répondit Samantha, son ton aigu et froid. « Et c'est exactement ce que nous allons renverser au tribunal. Mais d'abord, nous avons besoin de plus que des rapports médicaux. Nous avons besoin de voix vivantes, de vrais témoins. » C'est alors que Michael se souvint de la gentille vieille voisine et du propriétaire du magasin local. Il décida de les revoir. Cette fois, il n'irait pas seul. Samantha envoya un détective privé pour enregistrer officiellement leur déclaration. Après quelques hésitations, la vieille voisine finit par accepter. Elle raconta en détail les fois où elle avait vu Emma affamée, réprimandée et visiblement effrayée. « Je suis trop vieille pour avoir encore peur, » dit-elle, sa voix tremblante. Cet enfant mérite une vie différente. Le propriétaire du dépanneur confirma également qu'Emma venait souvent acheter des nouilles instantanées à crédit et qu'elle avait toujours l'air mince et triste. Leur déclaration, bien que simple, était parmi les pièces les plus véridiques du puzzle sur la vie infernale d'Emma. Samantha compila tout, rapports médicaux et psychologiques, notes de la visite supervisée, messages de chantage, déclarations des deux témoins, et même les articles diffamatoires. Le dossier contre Rick s'épaississait de jour en jour. Pour contrer la campagne de diffamation, Michael décida de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, s'exprimer publiquement. Il ne tint pas de conférence de presse, et il ne donna aucune interview. Au lieu de cela, il publia un court statut sur le compte de médias sociaux de son entreprise, un compte qui ne partageait normalement que des mises à jour immobilières. Dans la vie, parfois, il faut défendre ce qui est juste, quel qu'en soit le coût. Protéger un enfant du mal n'est jamais une erreur. La vérité l'emportera toujours. Le message n'attaquait personne ni n'offrait de longues explications, mais il portait une position inébranlable. Presque immédiatement, il suscita une vague de soutien dans la direction opposée. Beaucoup commencèrent à remettre en question la crédibilité des histoires de tabloïds. Des partenaires commerciaux et d'autres personnes qui connaissaient le caractère de Michael prirent la parole pour le défendre. Le vent de l'opinion publique commença à tourner. Ce soir-là, Michael ressentit un léger soulagement. Lui et Emma avaient fait des biscuits ensemble, l'odeur du beurre et du sucre emplissant l'appartement, chassant la tension qui avait pesé dans l'air. Quand Emma, les mains et le visage couverts de farine, afficha un sourire éclatant, Michael sut qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il ne se battait pas seulement pour Emma, il lui enseignait une leçon importante, ne jamais plier face à l'injustice et au mensonge. Le lendemain matin, une épaisse enveloppe arriva au bureau de Samantha. À l'intérieur se trouvait une convocation officielle du tribunal, audience d'urgence demain, 9h. La salle d'audience pour les affaires familiales et juvéniles ne ressemblait en rien aux tribunaux criminels vus dans les films.
Elle était plus petite, sans jury, et l'éclairage était plus doux pour tenter d'apaiser la tension pour les jeunes âmes présentes. Mais pour Michael, l'air restait épais, lourd, presque palpable. Il était assis à côté de Samantha, vêtu d'un costume impeccable, le dos parfaitement droit. De l'autre côté de la salle, Rick était assis avec son avocat, un homme à l'expression suffisante. Rick semblait agité, ses yeux se dirigeant à plusieurs reprises vers la porte par laquelle Emma serait amenée par une assistante sociale. La juge Williams, une femme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et aux yeux à la fois sévères et compatissants, entra. Elle frappa le marteau, et l'audience commença. L'avocat de Rick parla le premier, tissant une histoire entièrement différente. Il dépeignit Rick comme un père célibataire endeuillé luttant pour élever sa fille après le décès de sa femme. Il soutint que Michael, un millionnaire solitaire, était devenu obsédé et avait illégalement approché la jeune Emma, puis avait utilisé sa richesse et son influence pour fabriquer des accusations afin de lui enlever l'enfant. Il produisit même des articles de tabloïds comme preuve, présentant Michael comme un homme au caractère douteux. Michael dut serrer fortement les mains sous la table pour maîtriser sa colère. Samantha posa doucement sa main sur son bras, un rappel silencieux de rester calme. Quand ce fut le tour de Samantha, elle ne s'attarda pas sur les tabloïds. Elle se tint calmement, sa voix claire et ferme. Votre honneur, la partie adverse a peint un tableau émotionnel, mais il lui manque la chose la plus importante, la vérité. Et aujourd'hui, nous présenterons cette vérité. Elle commença méthodiquement, en présentant les rapports médicaux et psychologiques d'Emma, qui apparurent à l'écran. Des statistiques de malnutrition, des photographies d'échymose et des signes documentés de traumatisme psychologique remplissaient l'affichage avec une clarté frappante. Ensuite, elle appela la première témoin, la voisine âgée. Sa voix tremblait mais resta ferme alors qu'elle racontait ce qu'elle avait vu. Puis vint le propriétaire du dépanneur. L'avocat de Rick tenta de les discréditer, affirmant qu'ils n'étaient rien de plus que des voisins curieux et partiaux. Mais leur témoignage avait déjà semé les graines de la vérité dans l'esprit de la juge Williams. Samantha présenta ensuite des preuves irréfutables, les messages d'extorsion de Rick et un enregistrement audio de la visite supervisée où la voix menaçante de Rick retentit clairement dans la salle d'audience, « Tu es toujours à moi. Tu seras toujours à moi. » Rick se figea sur son siège, son visage livide. Finalement, la juge Williams dit, « Le tribunal souhaite entendre l'enfant elle-même. » Madame Albright guida doucement Emma dans la salle d'audience par une porte latérale. Emma serrait fort son ours en peluche, ses grands yeux balayant la pièce inconnue. Elle ne regarda pas Rick. Au lieu de cela, son regard chercha Michael, et quand elle le trouva, ce fut comme si elle avait trouvé son encre. La juge Williams sourit à Emma, sa voix s'adoucissant. « Bonjour, Emma. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dis-moi juste la vérité, avec qui veux-tu vivre ?» Emma resta silencieuse un long moment, ses petites lèvres serrées. Toute la salle d'audience retint son souffle. Puis elle inspira profondément, sa voix petite mais assez claire pour que tout le monde l'entende. « Je veux vivre avec l'oncle Michael. » Elle marqua une pause, puis continua, son ton plus résolu, « J'ai peur d'y retourner. » Ces deux mots, peur d'y retourner, tombèrent comme le coup de marteau final, brisant tous les mensonges de Rick. Il fit un mouvement pour se lever et objecter, mais la juge Williams leva la main, son regard sévère. Elle examina l'intégralité du dossier devant elle. Après plusieurs instants de silence qui semblèrent s'étirer à l'infini, elle leva les yeux et rendit son verdict. Sur la base de toutes les preuves présentées, y compris les rapports médicaux, les témoignages et, surtout, les souhaits de l'enfant, le tribunal estime que permettre à Emma de rester avec M. Rick Dawson présenterait un grave danger pour son bien-être physique et émotionnel. Par conséquent, le tribunal ordonne que les droits de garde de M. Dawson soient temporairement révoqués. La garde temporaire pour les 90 prochains jours est accordée à M. Michael Grant, sous la supervision périodique du DCF. Pendant cette période, le contact de M. Dawson sera limité à une visite supervisée par mois au bureau du DCF. Un soupir de soulagement silencieux s'échappa du côté de Michael et Samantha. Rick s'effondra sur sa chaise, pâle comme un drap. La juge Williams se tourna vers Michael. « Monsieur Grant, c'est une immense responsabilité. Le tribunal suivra de près les progrès d'Emma. » « Je comprends, votre honneur. »« Je ne décevrai pas le tribunal, » répondit Michael, la voix nouée par l'émotion.
En quittant la salle d'audience, Michael portait Emma dans ses bras. Elle posa sa tête sur son épaule, un geste de confiance absolue. La bataille avait été gagnée, du moins celle qui les opposait. Mais alors qu'ils entraient dans le couloir, Samantha lui rappela doucement, « Les 3 prochains mois seront le véritable test. Vous devez montrer à la cour que vous ne la sauvez pas seulement de l'enfer, mais que vous pouvez lui offrir un paradis. Le véritable combat, le combat pour la garde permanente est encore à venir. » 3 mois plus tard, l'audience finale se déroula par une matinée de printemps clair et doré. La lumière du soleil se déversait par les hautes fenêtres du palais de justice, inondant le parquet ciré comme une bénédiction tranquille. L'atmosphère était totalement différente de la première fois que Michael était entré dans cette salle. À l'époque, l'air était épais de tension, chaque regard un défi silencieux. Aujourd'hui, il y avait un calme, une compréhension tacite que le résultat était déjà écrit dans le cœur, n'attendant plus que la voix du juge pour le rendre officiel. Rick Dawson était affalé à la table du défendeur, sa posture autrefois défiante disparue. Son costume pendait lâchement sur sa silhouette amincie, les rides profondes de son visage trahissant des mois d'usure et de défaite. Depuis qu'il avait perdu les avantages financiers liés à la tutelle d'Emma et qu'il faisait face à de multiples accusations de négligence, sa vie s'était effondrée. L'arrogance qui avait jadis rempli ses yeux était remplacée par un regard terne et vide. Son avocat tenta quelques dernières défenses de dernière minute, mais elles se dissoudirent rapidement sous le poids de preuves irréfutables, photographies, dossiers médicaux, témoignages et rapports élogieux du département des enfants et des familles. Ces rapports dressaient le portrait d'une transformation si saisissante qu'il était presque difficile de le croire. Emma, autrefois une petite fille timide qui parlait rarement au-dessus d'un murmure, courait maintenant à la maternelle chaque matin avec un sourire. Elle avait commencé à lever la main en classe, à se faire des amis et à montrer de la curiosité pour le monde. Ses enseignants écrivaient sur son rire, comment il venait plus facilement maintenant, naturel et sans peur. L'évaluation d'un psychologue confirma qu'elle apprenait non seulement à faire confiance à nouveau, mais qu'elle commençait à se sentir vraiment en sécurité. Les cauchemars avaient diminué, les tressaillements aux mouvements brusques s'estompaient. Lorsque la juge Williams ajusta ses lunettes et commença à lire la décision finale, les mots portèrent l'autorité tranquille d'une justice enfin rendue. Rick Dawson est par la présente privé de tous ses droits parentaux. La garde pleine et permanente d'Emma Dawson est accordée à Michael Grant. Il n'y eut pas d'éclat dans la pièce, pas de halètement dramatique ni d'acclamation. Juste une lente, profonde expiration de Michael, comme s'il avait retenu son souffle pendant des mois et pouvait enfin le laisser échapper. Il se tourna vers Emma, qui était assise à côté de lui dans une robe jaune pâle qu'elle avait choisie elle-même ce matin-là. Elle leva les yeux vers lui, incertaine de la signification juridique, mais sentant que quelque chose d'important s'était produit. « C'est fait », murmura-t-il, la voix nouée. Puis il la serra dans ses bras. Elle enroula ses petits bras autour de son cou et ne le lâcha pas. La bataille juridique était terminée, mais pour Michael, ce n'était pas la fin. C'était le véritable commencement, le début de la construction d'un foyer qui n'était pas défini par des murs ou des meubles, mais par la sécurité, la confiance et l'amour. L'histoire de Michael et Emma n'avait pas commencé dans un tribunal ni même dans le bureau d'un avocat. Elle avait commencé des mois plus tôt, par une froide matinée d'hiver, avec une petite voix et une demande encore plus petite, « Je veux juste du lait ». Ce murmure n'était pas seulement à propos de lait. C'était la voix d'une âme affamée d'amour, aspirant à la sécurité, désespérée d'appartenir à un lieu, à quelqu'un. À ce moment-là, quelque chose de profond en Michael se remua, un souvenir de sa propre enfance solitaire refit surface, brute et non cicatrisée. Et avec cela vint un choix, détourner le regard ou se rapprocher. Il choisit de se rapprocher. À partir de ce simple pas, tout a changé. L'empathie s'est transformée en action, une rencontre passagère est devenue une promesse, et cette promesse a grandi en un engagement à vie. Leur parcours nous rappelle que la gentillesse est rarement faite de grands gestes spectaculaires. Plus souvent, il s'agit du courage de s'arrêter, de vraiment voir la douleur de l'autre, même quand il est plus facile de passer son chemin. Il s'agit de se lever contre l'injustice, même quand elle ne touche pas nos propres vies. Il s'agit d'ouvrir nos cœurs suffisamment grands pour abriter quelqu'un qui ne peut pas encore tenir debout seul. Oui, le monde recèle de cruauté des hommes comme Rick Dawson qui prennent plus qu'ils ne donnent, et qui laissent des blessures derrière eux. Mais le monde recèle aussi de lumière. Cette lumière peut venir d'un étranger comme Michael, d'une voisine bienveillante qui remarque, d'un petit commerçant qui offre son aide sans la demander, d'un fonctionnaire qui refuse de détourner le regard.
Chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il, est une brique dans le mur qui protège les âmes fragiles des tempêtes de la vie. Et quand suffisamment de briques sont posées côte à côte, elles forment quelque chose d'inébranlable, un foyer. Cette histoire est un rappel, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un geste bienveillant, d'une simple question ou d'un verre de lait chaud. Parfois, ces petites choses sont l'étincelle même qui allume un grand changement, un changement capable de guérir les blessures les plus profondes et de créer une fin heureuse pour des vies qui semblaient autrefois piégées dans une impasse. La famille, à la base, est simplement l'endroit où le cœur trouve son chez-soi. Quel moment de l'histoire vous a le plus touché et pourquoi? Et si vous étiez Michael, auriez-vous fait la même chose? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires.